Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le Classico qui aura lieu lors de la finale de la Supercopa. C'est une très grosse affiche, on a l'habitude de la voir année après année et pourtant à chaque fois la pression est la même et à chaque fois l'enjeu est le même. Parce que justement ici, plus que jamais, l'enjeu est très grand. Ici on parle évidemment d'un Classico, on parle évidemment d'une finale, d'un titre à remporter. Alors ce n'est pas une compétition majeure mais ça reste un titre à remporter, donc l'enjeu est de taille, mais si on regarde un peu plus loin, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que ici on parle du Real Madrid qui a fait un début de saison très mauvais et qui commence un petit peu à relever la tête de l'eau, et inversement le Barça qui a fait un très gros début de saison et qui commence un petit peu à patiner désormais. Aujourd'hui, ce match-là, c'est l'occasion pour le Barça de définitivement se relancer et à nouveau être dans l'esprit positif du début de saison, et du côté du Real Madrid, c'est l'occasion pour se rattraper par rapport à tout ce qu'ils ont vécu ces dernières semaines. Déjà quand les gars ils sont revenus à la première position, si maintenant ils remportent ce titre en battant le Barça contre qui ils avaient perdu sous le score de 4 buts à 0, eh ben là ça va rabattre les cartes. Et maintenant, dans ce match-là, il faut bien comprendre que ça va conditionner aussi la suite de la saison. C'est pour ça que c'est hyper important pour les deux équipes de gagner et donc l'enjeu est très très important. Maintenant quand on regarde du côté du Real Madrid, je vous ai dit qu'ils ont fait un début de saison très mauvais et qu'aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Dans un premier temps, au niveau des résultats, évidemment, on voit beaucoup plus de victoires, beaucoup plus de buts. Pas toujours beaucoup plus de jeux, mais en tout cas, ils arrivent à obtenir ce qu'ils doivent obtenir. Et ça a toujours été la force du Real Madrid. Par rapport à ça, on peut cibler beaucoup de choses. Dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, c'est que Carlo Ancelotti, selon moi, a retrouvé un petit peu d'équilibre. Alors, ce n'est pas encore parfait, mais quand on regarde par exemple offensivement, donc les joueurs qui sont positionnés en attaque font beaucoup plus d'efforts sans ballon lorsque l'équipe n'a pas le ballon justement. On voit beaucoup plus de pressing, on voit beaucoup plus de mouvement et ça aide déjà un petit peu l'équipe. On voit un milieu de terrain qui commence de plus en plus à trouver aussi une certaine forme d'équilibre et par rapport à ça, pour moi, actuellement, c'est caractérisé aussi par le retour de Camavinga. Parce que, je l'ai toujours dit, le Real Madrid a des problèmes offensifs avec des joueurs comme Mbappé, etc. Mais surtout un gros problème au milieu de terrain. Parce que quand tu n'arrives pas à ressortir les ballons proprement, tu ne peux rien espérer par la suite. Et on a vu un Jude Bellingham qui devait un peu tout faire. Il devait ressortir le ballon, il devait faire le pressing pour les attaquants, il devait marquer les buts et forcément c'était beaucoup trop compliqué pour lui. Depuis que l'équipe est un petit peu mieux structurée, ça va mieux pour lui, on va y revenir un peu plus tard. Mais en tout cas, par rapport à Camavinga, ce qui est fort, c'est que techniquement il est très à l'aise, il ressort les ballons. Évidemment, il y a un monde d'écart entre Camavinga et Tchouaméni et ça fait que, par exemple, Valverde peut aussi beaucoup plus te projeter. Jude Bellingham aussi peut se positionner plus haut sur le terrain et globalement l'équipe prend beaucoup plus de sens avec un joueur fort techniquement au milieu de terrain. Maintenant, de manière générale, le fait est d'avoir des résultats positifs, ça fait que les joueurs montent en puissance. Quand on regarde par exemple Vinicius, il n'est pas toujours très régulier, on l'a vu notamment prendre un carton rouge assez récemment, mais de manière globale, il fait beaucoup plus de différences individuelles que lors du tout début de saison. Mbappé surtout a enchaîné pas mal de matchs en marquant à chaque fois un but, c'est déjà une bonne chose pour lui d'un point de vue statistique. Maintenant surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans le jeu beaucoup plus important pour ses coéquipiers, avec beaucoup moins de déchets et il est beaucoup plus pertinent. En plus quand on regarde par rapport à son positionnement, il est beaucoup moins figé, il tourne on va dire avec Vinicius où ils alternent la position axiale et celle sur l'aile gauche, donc ça fait qu'il a plus de liberté. Il combine bien aussi, en tout cas de mieux en mieux. Bellingham aussi l'aide énormément et par rapport à ça, on voit qu'il est plus considéré dans l'équipe. Ça fait qu'il monte en puissance et aujourd'hui, ce n'est toujours pas le Mbappé qu'on a connu au Paris Saint-Germain, mais en tout cas pour l'instant, ça va beaucoup mieux pour lui et ça, c'est forcément positif. Et puis évidemment, si on parle des individualités au Real Madrid, il faut à tout prix parler de Jude Bellingham. Ce joueur-là a un niveau sensationnel en ce moment. Il marque énormément de buts, mais surtout que si on retire ses buts, son impact est le même parce qu'il récupère énormément de ballons, il a une activité phénoménale et puis il arrive aussi à créer le jeu, à sortir des situations compliquées d'un point de vue technique et par rapport à ça, ça fait que c'est vraiment le joueur différentiel du Real Madrid à l'heure actuelle. Et puis pour terminer, il y a aussi Federico Valverde qui met beaucoup de buts à longue distance. C'est toujours un danger, il a une activité folle aussi, il peut beaucoup couvrir des zones dans le terrain et par rapport à ça, c'est un joueur très délicat à pouvoir gérer pour l'équipe adverse. Par exemple, face au Barça, on sait très bien qu'il pourra allumer les cages à tout moment si le Real Madrid est dans le dur et ça fait qu'ils ont vraiment une arme fatale.
Maintenant, du côté du Barça, je vous ai dit qu'ils ont commencé de manière assez excellente la saison et qu'aujourd'hui ça va moins bien. Eh ben ça, on l'a vu. Déjà en championnat, ils sont passés de la première position à la troisième position. Ils sont passés bien en dessous du Real Madrid. Et par rapport à ça, on a vu dans le jeu pas mal de problématiques. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Je ne vais pas non plus trop me répéter. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on voit beaucoup de fatigue chez les joueurs dans un premier temps. On voit aussi au niveau individuel des performances qui commencent à chuter. Par exemple, Robert Lewandowski qui a fait une première partie de saison exceptionnelle. Aujourd'hui, il va beaucoup moins bien. Déjà, il marque beaucoup moins de buts. Et en plus de ça, dans le jeu aussi, il a beaucoup de déchets et il pèse lourd d'un point de vue négatif sur son équipe. Rafinha aussi a baissé en régime. On l'a vu par exemple face à Bilbao lors de la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. Là, très récemment, il a eu beaucoup de ratés à la finition, alors qu'auparavant, il marquait lorsqu'il avait des miettes. Et on voit vraiment une nette différence. Par rapport à ça, ça fait que forcément le rendement de l'équipe a chuté. Maintenant, ce que j'aimerais dire surtout, pour comparer le Barça et le Real Madrid, pour moi, il y a un match des deux côtés cette saison qu'on peut mettre en évidence et ça va très bien expliquer cela. Quand on regarde par exemple la défaite du Barça face à l'Atlético Madrid sur le score de 2 buts à 1 et quand on regarde la victoire du Real Madrid face à Valence sur le score de 2 buts à 1, on comprend parfaitement où on est et comment ça se fait que le Barça va moins bien et comment ça se fait que le Real Madrid va mieux aussi. D'un côté, on a le Barça qui surdomine son match, qui est largement au-dessus de l'Atlético Madrid et qui a énormément d'occasions. Mais ils ont un manque de réussite. Ils n'arrivent pas à tuer le match et finissent par le perdre. Et de l'autre côté, tu as le Real Madrid qui a connu des moments très compliqués dans le match, où ils se sont fait largement dominer. D'autres moments où ça allait beaucoup mieux, évidemment, mais de manière générale, ils s'en sortent hyper bien en toute fin de match, où ils arrivent à marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes et finissent par obtenir la victoire. Ça fait que d'un côté, tu as le Barça qui est en manque de réussite et n'arrive pas à concrétiser leur temps fort. Et de l'autre côté, tu as le Real Madrid qui va concrétiser le moindre temps fort pour pouvoir obtenir une victoire. Et ça a toujours été comme ça. Depuis des années et des années, on sait très bien que le Real Madrid excelle dans la gestion des temps forts et des temps faibles. Alors que le Barça, eux, justement, avec un moindre temps faible, ils peuvent complètement exploser. Et avec un moindre temps fort, ils ne vont pas forcément réussir à le concrétiser aussi. Donc par rapport à ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un match où c'est du 50-50. Les deux équipes peuvent gagner. Et aujourd'hui, le Real Madrid a rattrapé son retard lors de cette saison. Parce qu'on sait très bien que c'est une équipe, même s'ils jouent mal, même s'ils se font dominer, même s'ils n'ont pas le ballon, ils peuvent tout de même gagner. Jusqu'au bout, ils mettront la pression. Et c'est pour ça que le Barça doit à tout prix avoir la volonté de tuer le match, de ne pas vouloir essayer de calculer ou quoi. Parce que si jamais tu mènes 1-0 ou 2-0 et tu te relâches et tu essaies tout simplement d'avoir de la gestion, tu finiras par perdre. Alors que si jamais tu mènes 1-0 ou 2-0 et que tu continues à attaquer et à chercher encore une fois le 4-0, le 5-0, l'humiliation, à ce moment-là, tu as de fortes chances de gagner. Par rapport à ça, il faut vraiment y mettre de l'importance là-dessus. Maintenant, quand on regarde, j'ai dit beaucoup de négatifs du côté du Barça et beaucoup de positifs du côté du Real Madrid, mais il n'y a pas que ça évidemment. Dans un premier temps, Lamine Yamal est de retour. On l'a vu face à Bilbao. Il n'est pas encore à 100% physiquement, mais pourtant, il met un but magnifique. Et encore une fois, dans les matchs les plus importants, il arrive à faire de grosses différences individuelles. Donc forcément, qui sera très important. Ensuite, par rapport à Hansi Flick, je l'ai beaucoup critiqué par rapport à plein de points. Mais aujourd'hui, je l'ai dit aussi, il a beaucoup travaillé et a fait que son équipe est plus complète, arrive à apporter d'autres choses dans les secteurs où ils avaient plus de difficultés, notamment au niveau du milieu de terrain. Ça a beaucoup changé l'animation et on voit beaucoup plus de contrôle et ça fait quand même qu'on a vu des matchs beaucoup mieux maîtrisés de la part du Barça, même si les résultats n'ont pas toujours été positifs. Maintenant qu'on a dit tout ça, selon moi, il y a une question du côté du Barça à se poser. Et j'en ai parlé sur Twitter, j'en ai fait un tweet. Selon moi, la question à se poser, c'est qui devra démarrer le match entre Gavi et Dani Olmo. Parce que oui, Dani Olmo est définitivement enregistré. Il pourra jouer ce match-là, en tout cas, il sera sur la feuille de match. Et par rapport à ça, est-ce qu'on repart sur un 4-2-3-1 comme auparavant avec Dani Olmo au poste de numéro 10 ou on continue avec ce 4-3-3 et Gavi qui monte de plus en plus en puissance. Face à Bilbao, c'est un but et une passe D. Il a été largement décisif et on voit de plus en plus de bonnes choses de son côté. Et pour moi, c'est une question hyper complexe. Il y a du bon et il y a du moins bon des deux côtés. Parce qu'en soi, quand on regarde, par exemple, pour moi, Dani Olmo, lorsqu'il joue, il libère beaucoup d'espace, facilite la vie à ses coéquipiers, notamment à Rafinha et à Lewandowski. On voit que, par exemple, Lewandowski, au moins, il doit décrocher. Au plus il peut rester haut sur le terrain, au plus il est bon. Et par rapport à ça, Dani Olmo lui permet de ne pas devoir décrocher. Et ça, pour moi, c'est un argument de très grande taille. Maintenant, quand tu joues avec Gavi, tu joues avec un milieu de terrain différent, un système différent. Il ne va pas reprendre le rôle de Dani Olmo. Il va devenir relayeur aux côtés de Pedri, avec Casado qui jouera un peu plus bas et tu auras plus de contrôle au milieu de terrain.
Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que Daniel Olmo n'a plus joué depuis déjà plusieurs semaines. Donc, son manque de rythme se fait ressentir. Et par rapport à ça, jouer une finale face au Real Madrid en tant que titulaire alors que tu n'as plus assez de rythme, pour moi, c'est risqué. Alors que Gavi, de son côté, il n'est pas encore revenu à 100%, mais il va beaucoup mieux et il apporte beaucoup. Et ce système aussi apporte beaucoup de bonnes choses. Je ne suis pas encore totalement convaincu, mais en tout cas, on a vu beaucoup de bonnes choses. Et par rapport à ça, personnellement, je partirai sur Gavi titulaire et Daniel Olmo qui va rentrer vers l'heure de jeu pour apporter beaucoup plus d'explosivité. Que tu gagnes ou que tu perdes, tu dois le faire. Parce que je vous l'ai dit, si jamais le Barça mène 2-0, il faut faire rentrer Daniel Olmo pour tuer définitivement le match. Si jamais tu perds ou c'est match nul, encore plus, dans ce cas-là, tu devras faire rentrer Daniel Olmo pour pouvoir retourner la situation et lui pourra le faire. Et puis j'en doute pas, hein, il sera déterminé à 2000% dans un tel match, ça pourrait vraiment faire très mal. Par rapport à ça, mon choix se tourne vers Gavi titulaire. Et justement, par rapport à ma compo, je vous l'affiche dès maintenant. J'ai déjà parlé de Gavi, donc je ne vais plus en reparler. J'ai mis Inaki Peña au cage. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, il devait être titulaire, mais il était arrivé lors de l'entraînement en retard de 4 minutes. Donc Hansi Flick a des règles quand même assez strictes par rapport à ça et l'a mis sur le banc. Mais je pense personnellement que Szczęsny a fait un bon match, mais qu'Inaki Peña, notamment au niveau de ses sorties, me rassure. Lors du Classico, il avait fait un très gros match, il avait fait beaucoup de mal à Mbappé notamment, donc je miserai sur lui pour ce match-là et je pense qu'il mérite sa place. Maintenant, quand on a le reste du 11 en soi, pas vraiment de surprise. Je ne vais pas vous inventer quelque chose lors d'un tel match avec un tel enjeu. J'en ai parlé sur Twitter, on pourrait aussi imaginer Daniel Olmo au poste de faux numéro 9 en conservant tout le reste, mais pour moi, c'est quelque chose que tu testes beaucoup trop tard dans un match aussi important, c'est peut-être pas le bon moment. Plus tard dans la saison, pourquoi pas, mais pas tout de suite. Et par rapport à ça, maintenant, au niveau du match, comme je l'ai dit, l'idée côté Barça sera évidemment de miser sur le piège du hors-jeu qui avait déjà très bien fonctionné et je pense que ça peut continuer à beaucoup apporter et puis mettre en place un très gros pressing, déranger vraiment ce milieu de terrain là parce qu'en dehors de Camavinga pour moi ils n'ont pas beaucoup de joueurs capables de sortir proprement le ballon. Bellingham est assez haut sur le terrain, Valverde a de grosses difficultés dans ce domaine là. La défense du Real Madrid est très fébrile aussi, donc il faut jouer là-dessus. Lucas Vazquez en ce moment il est en grande difficulté, Rafinha doit faire un gros match, Lamine Yamal plus que jamais aussi doit être très bon, Lewandowski doit rester le plus haut possible sur le terrain. Pedri, pour moi, il aura un rôle très important à jouer. Je pense que Bellingham sera au marquage individuel sur lui parce que le Real Madrid va très bien comprendre que c'est Pedri qui fait le plus de différence individuelle au départ des actions du Barça. Si tu bloques Pedri, tu bloques une grande majorité des actions du Barça parce qu'il est énormément responsabilisé. Et ça fait qu'ils vont vraiment porter beaucoup d'attention sur lui et il va falloir qu'il élève vraiment son niveau de jeu pour encore faire autant de différence que d'habitude. Je ne doute pas forcément de lui, pour moi c'est le meilleur milieu de terrain au monde cette saison et donc il pourra briller dans ce match-là comme il le fait depuis le début de la saison. J'entends beaucoup de Pedri, de Lamine Yamal et de manière générale de beaucoup de joueurs parce que c'est un match très très important. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça, quel est votre compo, votre choix entre Gavi et Dani Olmo et puis de manière générale votre pronostic, est-ce que vous voyez le Barça gagner ou non? De mon côté, c'est assez clair que les deux équipes peuvent largement remporter. Le Real Madrid a rattrapé son retard sur le Barça et si jamais ils gagnent, ils vont encore une fois confirmer cela. Le Barça pour moi doit à tout prix gagner pour remporter un titre et pour relancer une grosse dynamique. Voilà, je laisse là-dessus et puis sinon moi je vous dis peace.